tous. Alors, j'ai choisi de vous faire une petite vidéo. Pourquoi? Parce que le confinement se prolonge et que la matière, il faut quand même la voir. Alors, j'ai envie de vous faire une petite avance, que vous puissiez étudier des choses qui sont un peu complexes et surtout vous préparer à l'année prochaine. Donc le livre, la partie physique, c'est terminé. On l'a vu avant Noël et de toute manière, je n'aurais pas évalué pour l'examen final. La partie bio, vous n'avez pas encore le livre, donc ça, je ne saurais le faire qu'avec vous dès la reprise des cours, qui j'espère sera la plus rapide possible. Mais par contre, mon petit livre de chimie, eh bien ça, je peux le terminer maintenant avec vous. Donc je vous avais déjà envoyé la pondération, le chapitre précédent, et il ne nous reste plus qu'un chapitre, puisque je vous ai dit qu'on passait le tout dernier, dissociation ionique, le tout dernier chapitre, on le passe. Donc le dernier chapitre à voir ensemble, c'est le chapitre 8, intitulé UAA2, les fonctions chimiques. D'accord? Alors, pour voir ce chapitre, vous savez que j'aime bien, moi, de vous parler d'abord de la vie courante. Et c'est facile, on est chez moi, donc là, plus précis que ça, c'est pas possible, plus réel que ça, c'est pas possible, pardon. Donc ici, j'ai pris des produits que je retrouve dans mes armoires, et évidemment des armoires qui sont en sécurité, à l'abri de mes petits monstres mes petits-enfants, qui pourraient évidemment les manger. Donc, ici, j'en ai pris plusieurs. Alors, ceux-ci, je ne peux plus les utiliser. Je ne pourrai plus les retrouver à la vente. Pourquoi? Parce qu'ils comportent des pictogrammes de sécurité qui sont des ancêtres, des vieux pictogrammes de sécurité. Vous voyez ces carrés orange? Eh bien, ça, on ne peut plus les utiliser. Pourquoi? Bien parce que c'est une loi qui a été décidée pour uniformiser de manière internationale tous les pictogrammes de sécurité. Donc les nouveaux pictogrammes de sécurité, ils ressemblent aux anciens, mais ils n'ont pas tout à fait la même signification. Vous allez devoir les étudier, ces pictogrammes de sécurité. Et donc, j'ai repris un panel de pictogrammes de sécurité que vous pouvez retrouver dans des produits de votre vie courante. Je prends le premier exemple de la poudre à lessiver. Sur la poudre à lessiver, eh bien, je retrouve un pictogramme de sécurité. Je peux regarder aussi sur mes tablettes de lave-vaisselle, je vais retrouver le même. Sur du produit nettoyant également, je vais retrouver encore le même. Et puis j'en ai d'autres. J'en ai d'autres et d'ailleurs de produits qui vont fort m'intéresser pour la suite du cours, puisque je vais en parler plusieurs fois. Je vais vous parler ici de déboucheurs de toilettes desktop, NaOH. Eh bien, il a comme pictogramme de sécurité celui-ci. Et je vais beaucoup vous parler aussi d'un autre produit. Ici, c'est un détartrant qui est composé de HCl, d'acide chlorhydrique, de chlorure d'hydrogène. Et donc, voici son pictogramme de sécurité également. Voilà. Alors, passons à l'explication de ces pictogrammes de sécurité. Alors, je me suis attardée donc à plusieurs produits de la vie courante. Et pourquoi est-ce que je n'en ai choisi que 7? Parce que aujourd'hui, nous allons voir les différentes catégories des corps purs composés. Et il y en a 7 justement. Donc, venons ici tout de suite à nos produits, les produits que j'ai choisis pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord repris évidemment chaque pictogramme de sécurité. Il faudra que vous connaissiez leur signification à chacun. Donc, je vais les noter évidemment toutes maintenant. Et où est-ce que vous pouvez les retrouver? Vous pouvez les retrouver à la page 156-157 de votre cours. Ça dépend quelle version vous avez. Et donc, vous devez absolument connaître la signification de ces pictogrammes de sécurité. C'est la première chose à connaître. Alors, le tout premier pictogramme, donc c'est assez représentatif, il signifie explosif. Donc ça, je n'ai pas de produits à la maison qui sont explosifs, mais j'imagine bien que vous comprenez ce que ça signifie. Deuxième pictogramme de sécurité, celui-ci, à ne pas confondre avec le suivant, c'est inflammable.
Donc, des produits inflammables, eh bien, ce sont des produits qui peuvent s'enflammer, qui sont des bons combustibles, qui peuvent brûler. Alors, j'en ai sur la table, justement, un produit inflammable, c'est ceci. Donc, c'est pour faire durcir les cols de chemise de mon mari. Et donc, on voit bien le pictogramme de sécurité. Alors, donc ça veut dire évidemment que je dois faire attention, que je ne dois pas le mettre près d'une flamme. Troisième pictogramme de sécurité, sa signification c'est comburant. Et donc ça, un comburant, c'est par exemple du dioxygène, c'est quelque chose qui va permettre d'allumer, permettre de faire une combustion. Alors, le suivant, le CO2, c'est l'exemple que j'ai pris. C'est un gaz sous pression. Alors, il n'y a pas que du CO2, on en parle beaucoup actuellement avec le coronavirus. Il y a évidemment les bonbonnes de dioxygène qui sont utilisées malheureusement pour les gens qui sont hospitalisés notamment. Alors, gaz sous pression, ben, c'est facile à comprendre. Hein. Donc, c'est un gaz qui est compressé et donc ça a un réel danger. Ça peut exploser, évidemment. On a déjà entendu des catastrophes à cause de ce type de gaz. Alors, le CO2, j'ai choisi celui-là parce qu'il est très facile à comprendre. C'est un gaz... je suis en train d'en expirer, mais c'est un gaz aussi produit par les usines, par le pétrole une fois qu'il est rentré en combustion. C'est ce fameux gaz à effet de serre. Alors, des gaz à effet de serre. Le pictogramme suivant, ça c'est celui que je retrouve sur énormément de produits sur ma table, c'est corrosif. Par exemple, je le retrouve, ce pictogramme de danger, de sécurité, sur l'Harpic. Donc l'Harpic, c'est ce fameux HCl, c'est ce qui permet de détartrer mes WC. Sur la soude, hein, donc c'est pour déboucher les canalisations, NaOH, mais aussi dans deux autres cas, je n'en ai pas ici, du liquide de batterie pour voiture qui s'appelle de l'acide sulfurique. Donc H2SO4, sulfate d'hydrogène, ça a plusieurs noms, hein. La nomenclature, ça vous le verrez en quatrième. Et puis, le dernier que j'ai choisi, c'est du CaO, donc de la chaux vive, de l'oxyde de calcium. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser notamment pour faire les marquages sur les terrains de foot. Alors, je continue la signification des pictogrammes de sécurité. Donc, le suivant, c'est toxique. Donc attention, il ne faut absolument pas ingérer ce genre de substance qui porte ce pictogramme de sécurité parce qu'on risque évidemment de mourir si on l'ingère. Alors le suivant, le fameux genre de petit attention. Alors ça je le retrouve sur plusieurs produits également. Ce petit attention, alors ça ce sont les anciens, voilà par exemple, sur un nettoyant multi-usage, d'accord, donc éco, hein, pourtant, pour laver votre cuisine, attention, attention, puisque ça peut être toxique, voire irritant. Donc si on l'ingère, ça peut irriter l'œsophage par exemple. Donc il ne faut évidemment pas mettre tous ces produits trop près des jeunes enfants. J'en ai deux phénomènes juste au-dessus, parce qu'évidemment, s'ils l'ingèrent, c'est très dangereux. Alors, pictogramme suivant de sécurité, ça je n'en ai pas dans mes produits ménagers, heureusement. Donc ce sont des produits qui comportent ce pictogramme de sécurité qui peuvent être cancérogènes, qui peuvent toucher à l'ADN, mutagènes, ou encore reprotoxiques, donc dangereux pour se reproduire. Voilà. Et alors, dernière signification, danger pour l'environnement. Alors ça, j'en ai un exemple. Ici, avec mon cher mari, il utilise du régénérateur pour bois. Eh bien, je vois ce petit pictogramme de sécurité. Donc ça signifie que c'est dangereux de le jeter dans les canalisations, par exemple dans un évier, puisqu'il pourrait nuire à l'environnement.
Voilà, donc pour les pictogrammes de sécurité, je vous renvoie à la page 156, pour vous je pense plutôt 157 pour la plupart d'entre vous du moins, vous devez donc connaître ces significations. Alors, je reviens sur les produits de la vie quotidienne et j'en ai choisi 7 tout spécialement pour vous aujourd'hui. Alors, je vous ai présenté le CO2, l'Arpic, l'H2SO4, le NaOH, le CaO. Je vous en présente 2 autres. Le sel de cuisine, ça tout le monde en a chez lui. Hein. J'ai pris l'exemple de chez Carrefour, je ne fais aucune pub évidemment. Et puis qui s'appelle en fait du chlorure de sodium, NaCl. Et enfin, du calcaire, ben, ça tout le monde en a, surtout par exemple si vous habitez sur Liège, je sais qu'il y en a beaucoup. Dans les canalisations, cette petite poudre blanche qui se colle sur vos canalisations, ben, c'est quoi? C'est du CaCO3, du carbonate de calcium. Alors toutes ces formules, je vais essayer de les simplifier. Et comment est-ce qu'on simplifie une formule? On établit une formule générale. Alors pour cette formule générale, il y a des règles. Ces règles, vous pouvez les retrouver à la page 157-158 de votre cours. Alors, en premier lieu, on écrit les formules chimiques. Ben, là, par exemple, j'ai écrit NaOH. C'est ça la formule chimique. En second lieu, vous supprimez les indices et les parenthèses. Ici, nous avons par exemple un 2 en indice, on le supprime. En 3, on va maintenir tous les hydrogènes et tous les oxygènes, les H et les O. En 4, nous allons mettre un métaux à la place du métal, nous mettrons un M, et à la place du non-métal un X. Ça fait référence à la matière précédente que nous avons vue, je pense, dans le 2e chapitre du livre, avec les métaux et les non-métaux. Je vous rappelle que les métaux, ce sont tous ceux enfoncés ici, donc tous ceux qui se situent à gauche du tableau périodique. Et dans les non-métaux, je retrouve le H, et puis tous ceux-ci, sans compter les gaz rares qui ne font pas partie des non-métaux. Alors, je vais reprendre donc la règle de la formule générale et créer une formule générale pour chacune de ces molécules. D'accord? Donc, je prends le premier exemple, le CO2. Je bouge le 2, je garde le O, et le C, je vais le transformer soit par un M, soit par un X. Ici, le C, on le retrouve dans les non-métaux, donc c'est bien un X que je vais placer en dessous de mon C. X, et hop, O. Nous avons la formule générale XO. XO, regardez, c'est un oxyde non métallique. Donc, le CO2 est un oxyde non métallique. Alors, je continue. HCl. Je maintiens ma fameuse règle, les H, on les garde. Et les autres symboles, on regarde si c'est un métal ou un non-métal. Le Cl, il est bien là, c'est donc bien un non-métal. HX, formule générale. Nous verrons toutes les fonctions chimiques, les catégories de corps purs composés juste après. Je poursuis. H2SO4. On oublie les indices, on garde le H, on garde le O, et le S, je regarde, c'est bien un non-métal. Donc je mets X. HXO. NaOH. Pour établir une formule générale, je vais bien sûr garder le O et le H. Et le Na, je regarde, il se situe du côté des métaux. Je mets donc un M. Le CaO. Le CaO, le Ca, le calcium est bien du côté des métaux. Je vais donc mettre un M. Le O, je le garde O, puisque pour établir une formule générale, on garde les O et les H. Je poursuis pour les 2 derniers. NaCl. Na, on le retrouve bien du côté des métaux.
Cl, je le retrouve bien du côté des non-métaux. Alix. Vous voyez l'importance de garder pour les formules générales l'ordre. C'est d'abord le métal et puis le non-métal. Et enfin, mon dernier, Ca, calcium, c'est bien un métal. C, carbone, un non-métal. Et O, je le garde, puisque je dois garder mes O et mes H. Voilà. Alors ici, en réalité, on a repris un exemple de chacune des catégories des corps purs composés. Donc, cette feuille-là, c'est une feuille de votre cours que vous pouvez retrouver à la page 133-134 et que je vais vous demander de compléter. Pourquoi? Parce que précédemment, cette feuille-là, elle est déjà complétée dans votre cours, celle-ci, pas encore. Donc, je vais vous demander de la compléter. Donc, à chaque fois, j'ai repris toutes les formules générales qui existent. Les formules générales et les catégories de corps purs composés, ce sont des choses à connaître par cœur. Vous savez, par exemple, en chimie, je vous ai demandé d'étudier certains noms, exactement 40, noms d'atomes et le symbole qui était associé. Je vous ai expliqué que la chimie, c'était comme une nouvelle langue et qu'il fallait connaître les principes de base pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, par exemple, en quatrième, vous verrez la nomenclature et donc vous devrez savoir que HCl, c'est chlorure d'hydrogène. Et comment est-ce que vous saurez une telle chose? Déjà parce que vous savez que le Cl, c'est chlore, H, c'est hydrogène, mais le fameux ur, eh bien, on le découvre quand on voit la nomenclature et pour faire la nomenclature, on doit connaître ces grands groupes de corps purs composés. D'accord? Donc, j'ai repris un exemple pour que ce soit bien concret de chacun de ces grands groupes de corps purs composés. Je vais reprendre l'exemple pour chaque et déplacer simplement mon papier. Mon oxyde métallique, mon MO, je le cherche, le voici, la chaux vive. Et vous complétez dans votre tableau, à la page 133-134. Mon deuxième, XO, le voici, le fameux CO2. Qui est mon oxyde non métallique? C'est facile, hein, les noms des fameux catégories de corps purs composés. Vous avez le oxyde métallique, oxyde non métallique. Alors, pour MOH, MOH, le voici, c'est du NaOH. Mon fameux desktop turbo. Donc, mon hydroxyde de sodium. Et donc, un hydroxyde ou une base, attention, c'est peut-être moins logique, c'est bien MOH, d'accord? Et donc, ça, c'est une base, un hydroxyde, MOH, il faut retenir. Alors, le suivant, HX. Mon HX, le voici. HCl. Alors, j'ai pris l'exemple de mon détartrant, mais du HCl, vous en avez dans votre estomac aussi. Ça va constituer votre suc gastrique. Alors, l'HCl, c'est un acide, donc hydracide, d'où le fameux hydrogène, hydre, et acide. Ça va appeler aussi acide binaire. Bi, c'est 2, et donc j'ai 2 éléments, HX. Il faut retenir. Alors, le suivant, l'oxacide, HXO. En voilà ça. Donc, un oxacide, il y a un O dedans, voilà, ox. Et il est composé de 3 éléments, donc c'est aussi appelé un acide ternaire. Le suivant, le sel binaire, MX. Alors, il m'en reste, voilà. Donc, mon fameux sel de cuisine. Donc, le sel, un sel est composé de métal et de non-métal, binaire pour 2 éléments. Et enfin, mon sel ternaire, c'est ici mon tartre, d'accord, mon carbonate de calcium,
il est composé de 3 éléments. D'accord? Alors ça, vous devez retenir, il n'y a rien à faire. Donc je veux que vous étudiez parfaitement ce cadre-là. D'accord? Alors, il nous reste encore plusieurs choses à voir, mais d'abord on va un peu asseoir cette petite connaissance avec un exemple. J'ai pris deux exemples de la vie courante également, quelque chose que vous connaissez peut-être pas, c'est le nitrate d'argent. C'est quelque chose qui aide à fixer les photos, donc c'est utilisé essentiellement chez les photographes. Et donc mon nitrate d'argent, je vais essayer d'établir d'abord la formule moléculaire. Petit rappel de la formule moléculaire, j'écris la formule chimique, elle est écrite. Je supprime les indices et les parenthèses, je supprimerai donc mon 3. Je maintiens les H et les O, je mets soit du EM, soit un X. Pour l'argent, c'est facile, c'est évidemment un métal. Je peux le vérifier dans mon tableau périodique. Il doit se situer, le voici justement, dans les métaux. Alors, le N, l'azote, c'est un non-métal. Le voici dans mon tableau périodique. Donc, je mets un X. Et enfin, l'oxygène, je le garde. Le 3, je rappelle, je ne le mets pas. Et donc, j'ai ici ma formule générale. Exercice que je vous demanderai, c'est de trouver à partir de la formule générale le nom de ma catégorie de corps purs composés. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un oxyde, métallique, non métallique, un hydracide, un oxacide, un sel? Eh bien, il faut connaître par cœur le fait que MXO, c'est un sel ternaire. Donc, je peux noter que c'est un sel ternaire. Autre exemple pour asseoir les connaissances. Du riopan, vous en avez peut-être déjà pris, gaviscon, un antiacide. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient du MgOH2, autrement dit de l'hydroxyde de magnésium. Ça, vous ne devez pas encore connaître, hein, la nomenclature, ce sera vu en 4e. Mais moi, je la connais grâce au fait que j'ai étudié tout ça avant vous. Donc, je vais d'abord établir la formule générale. Magnésium, très facile, un métal, me direz-vous. Je vérifie, donc mon magnésium, Mg, alors il faut que je le cherche, le voilà, on est bien dans les métaux. Toujours avoir un tableau périodique pour faire ce genre d'exercice, évidemment. Mon O et mon H, c'est facile, je les garde. Je bouge juste mes parenthèses, ma parenthèse, la première, et mon 2, mon indice. Et j'ai donc MOH. MOH, si j'ai bien étudié mon tableau, je sais directement qu'il s'agit d'un hydroxyde appelé aussi base hydroxylée. Et donc, je peux mettre le nom de ma catégorie de corps purs composés. Il s'agit de mon hydroxyde appelé aussi base hydroxylée. Alors, je vous rassure tout de suite, on a bientôt fini la théorie et comme souvent, je vais terminer par une expérience avec les moyens du bord. Donc, encore un petit peu de concentration, courage à vous. Alors, je vais bouger maintenant mes exemples et passer à la dernière, dernier point de matière à bien connaître. Alors, les équations généralisées. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Donc, comment est-ce que dans la vie courante, on a pu former ce genre d'éléments? Comment est-ce qu'on a pu former ce que vous avez sur la table, les produits chimiques ou que vous avez dans votre cuisine, comme du NaCl? Comment est-ce qu'ils ont été formés? Pourquoi est-ce que ça s'est associé? Pourquoi est-ce qu'ils se sont associés? Eh bien, à chaque fois, il y a eu une équation avant. Il y a eu une équation qui s'est produite entre deux espèces chimiques pour former deux autres, dont notre fameux résultat de corps purs composés. Alors, le premier, je vais vous l'expliquer et puis je vous en expliquerai un sous forme d'expérience. Une équation sous forme d'expérience. Donc la première,
Comment est-ce qu'on a formé un oxyde métallique? Eh bien, on a pris du métal, on l'a associé à du dioxygène et on a formé un oxyde métallique. Comment est-ce possible? Si vous prenez par exemple du fer, vous le brûlez. Je ne peux malheureusement pas le faire parce que j'ai mon fer en labo, donc c'est une éponge toute fine de fil de fer. Vous la prenez, vous la pesez sur une balance. Vous allez la brûler. Vous pesez avant, après. Votre masse va augmenter, bizarrement. Pourquoi? Bien parce qu'un nouveau corps s'est produit, un nouveau composé. C'est un oxyde métallique. Donc par exemple, si j'avais mon fer, j'aurais Fe plus O2, puisque quand on brûle quelque chose, il va s'associer au dioxygène. Eh bien, je forme un nouveau composé appelé FeO. D'accord? Alors, je ne peux malheureusement pas faire une expérience pour chaque catégorie, ce que j'aurais fait en classe. Évidemment, avec les moyens du bord, ce n'est pas possible, mais je vous assure que je vais vous en faire une. Ce sera celle-là sous forme d'expérience. Donc, il va falloir connaître ça. Et c'est la dernière chose à bien connaître en chimie, ce sont les équations généralisées afin de trouver les corps purs composés. Alors, les voici une à une. Donc, les deux premières, elles sont super simples. Comment est-ce qu'on forme un oxyde métallique et comment est-ce qu'on forme un oxyde non métallique? On va simplement les brûler. Et en les brûlant, l'oxygène va se lier soit au métal, soit au non métal. La suivante. Pour former une base hydroxylée ou un hydroxyde, ça porte le même nom, eh bien vous devez, pour former une base hydroxylée ou un hydroxyde, ça porte le même nom, eh bien on prend un oxyde métallique formé plus tôt, on l'associe à de l'eau et on obtient une base hydroxylée ou un hydroxyde. Voilà. Alors, l'équation suivante, c'est quoi? La voici. Donc, pour former un acide binaire, eh bien, il faut prendre un non-métal et l'associer avec du dihydrogène. Pour former maintenant un acide ternaire, 3 éléments, on prend cette fois-ci XO, c'est-à-dire un oxyde non métallique, que l'on associe avec de l'eau, HXO. Ça ressemble fort à ce qu'on a vu précédemment, sauf que la dernière fois c'était pour former une base hydroxylée, ici c'est pour former un acide binaire. Et la dernière fois on prenait un oxyde métallique, cette fois-ci on prend un oxyde non métallique. Équation suivante, c'est celle-ci. Et celle-ci, je vais vous la prouver par expérience. Donc, si vous prenez un acide binaire et que vous l'associez avec une base hydroxylée, ça va donner quoi? Ça va donner un sel binaire et de l'eau. Et donc, pour terminer, comment est-ce que je forme un sel ternaire? Je prends un acide ternaire que j'associe à une base hydroxylée et je vais former, cette fois-ci, un sel ternaire et de l'eau. D'accord? Donc, ces différentes équations permettent à chaque fois de prouver comment est-ce que je vais obtenir chacune des catégories des corps purs composés. Il faut les connaître par cœur. Sauf que dans votre livre, elles sont un petit peu éparpillées. Donc pour ça, je vais vous faire une petite synthèse que je vais vous envoyer en même temps que la vidéo. Donc vous recevrez une vidéo, une synthèse théorique avec plusieurs choses de points de théorie à bien connaître. Et en dernier lieu, je vous demanderai de faire des exercices et de me les renvoyer. D'accord? Alors je termine par le plus amusant et j'espère que cette fois-ci l'expérience va marcher. Vous savez que ce n'est pas toujours le cas avec moi. Mais au moins, je fais des expériences. Eh bien, je vais terminer par cette expérience-là qui va nous prouver une neutralisation d'un acide par une base. Alors, pour ça, j'ai besoin de matériel. Et j'ai pris ici du matériel de la vie de tous les jours. Donc, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez reproduire à la maison. Donc, pour
vous avez d'abord besoin de créer votre propre indicateur coloré. Et donc moi j'ai pris du jus de chou rouge. Donc du jus de chou rouge c'est très simple, vous mettez de l'eau, vous mettez du chou rouge et vous allez cuire votre chou rouge et vous allez récupérer ce liquide qui est mauve. Et je vais l'associer à plusieurs choses. Je vais d'abord l'associer, ce jus de chou rouge, à un acide binaire, à du HCl. Je pourrais aller récupérer ça dans mon estomac, j'ai pas très envie. Donc j'ai plutôt choisi un acide binaire assez fort, du HCl, le fameux Harpic. Alors j'ai plus grand chose, j'espère que ça va fonctionner. Vous savez que parfois on n'est pas à l'abri. Ah. Donc là j'ai mon produit qui est bleu. Et je vais mettre un indicateur coloré, vous apprendrez à en utiliser plusieurs l'année prochaine, sur ce produit qui sent assez fort ma foi. Et si je le mélange, donc je vous rappelle qu'il était bleu, il devient alors carrément presque mauve. Si je regarde bien, on voit du rose. Je vais encore rajouter un peu de jus de chou rouge pour un petit peu, parce qu'il est assez fort, que vous voyez mieux la couleur. Donc on voit bien qu'il est rose, rose assez foncé. Hein. Donc, quand je mets de l'Harpic, autrement dit du HCl, quand je mets du jus de chou rouge plutôt dans mon HCl, j'obtiens cette couleur rose. Hop, je l'ajoute. Mélangeons maintenant de la soude, du NaOH, donc avec du jus de chou rouge. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser d'autres produits qui vous obtiendrez le même résultat, comme par exemple le bicarbonate de soude. Alors, si je prends donc ma soude, évidemment, il faut faire fort attention, hein, puisque je rappelle qu'il y a un pictogramme de sécurité qui note que ça peut ronger les tissus vivants, donc je n'ai pas envie de me brûler, je vais évidemment faire attention. Je verse à nouveau dans un bocal qui est évidemment transparent, sinon je ne verrai pas les couleurs. Donc c'est mauve au départ. Et je vais rajouter mon jus de chou rouge. Alors de nouveau, j'en ai mis quand même pas mal, peut-être un peu trop. Mais j'obtiens une couleur verte. Verte jaune, hein, verte jaunâtre, d'accord? Ça dépend des reflets et ça dépend, j'espère que vous voyez tous correctement la couleur. En tout cas, une couleur très différente de la précédente. Donc je vais noter mon résultat, vert clair, vert jaunâtre. Je n'ai pas ça, j'ai choisi cette couleur-là qui me semblait la plus appropriée. Donc ma base hydroxylée avec mon jus de chou rouge va donner cette couleur-là. Si maintenant je prends un produit complètement neutre, quoi de mieux que l'eau? Eh bien, je vais rajouter du jus de chou rouge. Donc de l'eau, et évidemment, je suis anti bouteille d'eau, vous savez bien, donc dans une cruche. Donc, si je mets du jus de chou rouge dans l'eau, eh bien, je vais obtenir une couleur, alors mauve clair, ça tirait tout à l'heure vers le bleu, donc légèrement vers le bleu. D'accord? Alors, revenons à nos moutons. L'équation de neutralisation. L'équation de neutralisation, elle dit quoi? Reprenons notre équation de neutralisation qui dit que si je prends un acide binaire et une base et que je les mélange, je vais obtenir un sel et de l'eau. Un acide binaire, prenons l'exemple que nous avons de l'acide binaire que j'ai choisi, c'est mon détartrant, HCl, acide binaire, HX. Ma base que je choisis, c'est donc de l'hydroxyde de sodium, c'est ma soude. Et quand je vais les associer ensemble, regardons un petit peu ce que ça donne.
Donc je prends mon jus de chou rouge qui a été mélangé avec mon acide chlorhydrique, mon jus de chou rouge qui a été mélangé avec ma soude, et je vais les mélanger ensemble. Et donc j'obtiens encore une autre couleur. Et j'obtiens une couleur qui va se rapprocher de ma couleur neutre. Et donc j'obtiens en réalité un sel. Le sel qui est neutre. Alors pour avoir tout pile le bon bleu et le bon dosage, il me faudrait évidemment avoir des mesures beaucoup plus précises, des mesures molaires. Et donc ça, je le réaliserai si possible en classe une fois devant vous. Mais au moins comme ça, vous verrez que ça se rapproche. Alors, je termine mon équation. Donc, un acide binaire HCl plus une base hydroxylée, ça me donne un sel et de l'eau. Et le sel, évidemment, c'est quoi? C'est du NaCl. Pourquoi? Parce que j'ai mon X là, mon M là. Mon H, O et H forment mon O. Voilà, donc vous venez de voir une équation de neutralisation. Et je vous invite maintenant, mon fils aussi, je vous invite maintenant à aller faire deux choses, étudier la théorie à fond, et puis tenter tous les exercices qui suivent. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de confinement. J'espère pas devoir faire trop de vidéos, c'est-à-dire que j'espère surtout reprendre le plus vite possible les cours avec vous. Et je vous fais des gros bisous.